Nous sommes en 2003. Greta Thunberg vient de naître, les Chinois deviennent le 3e pays à envoyer un homme dans l'espace, et le Concorde effectue son dernier vol. Au même moment, dans plusieurs salles en France, sur plusieurs écrans de plusieurs cinémas, la France découvre Haute Tension d'Alexandre Aja et fait ses premiers pas dans une série de films de genre gore inspirés des slashers américains. En quelques années, plusieurs réalisateurs vont profiter de cet engouement pour se faire un nom. Par exemple, Xavier Jeance avec Frontières ou Pascal Laugier avec Martyr. De son côté, Aja profitera du boost de son film produit pour 2,5 millions et en ayant rapporté 6 millions pour partir faire des films outre-Atlantique. Alors que tout semble indiquer un intérêt croissant pour les films d'horreur français, Canal+ crée son label French Fryer en 2007 pour surfer sur cette vague qui se profile à l'horizon. De plus... Mais serait-on allé trop vite? Alors que les producteurs se précipitaient vers ce nouvel Eldorado, les films de genre se révèlent plus difficiles à financer que prévu. Les chaînes hertziennes les trouvent trop violents, les aides régionales et les avances sur recettes sont frileux à l'idée de supporter des premiers films faits par des jeunes inconnus, et les distributeurs préfèrent miser sur les slashers américains qui ont déjà fait leurs preuves. On se retrouve avec des films sous-financés, mal produits et ultra calibrés pour un public adolescent. Si certains succès publics arrivent à fédérer, tels que Promenons-nous dans les bois, le succès critique ne sera jamais au rendez-vous et très vite le tsunami devient vaguelette avant de disparaître. Pourtant, quelques irréductibles gaulois s'efforcent à faire exister un cinéma français plus diversifié, avec en tête de proue Vincent Maraval, qui n'hésite pas à torpiller cette industrie, qui ne sait plus prendre de risques et préfinance la majorité de ses films, décorrélant ainsi le budget du succès. Il écrit une tribune incendiaire qui dénonce des comédies au budget boursouflé par des salaires d'acteurs hallucinants, dépassant parfois à eux seuls les recettes de certains films, par exemple Danny Boone payé 3,5 millions d'euros pour Le Plan Parfait, des réalisateurs payés plus cher qu'aux États-Unis sur des films qui ne passeront pourtant jamais les frontières hexagonales, et des chaînes de télévision qui cherchent à se débarrasser de leurs obligations d'investissement dans des comédies consensuelles. Le cinéma français produit toujours plus cher et avec moins de revenus, mais jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. L'important c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Avant de revenir chez nous autres mangeurs de croissants, petit détour par 3 pays qui ont rendu le terreau du genre fertile. D'abord l'Espagne. Bon, là je préviens, certains des films que je vais citer sont des coproductions internationales, mais c'est ma vidéo et je prends les exemples que je veux. Donc, l'un des premiers chocs de genre, et qui reste à ce jour l'un des plus gros succès du cinéma hispanique, c'est The Others, en 2001. Une histoire de maison hantée qui, au-delà de sa qualité intrinsèque, montrera l'existence d'un public qui a soif d'horreur. Peu de temps après, les Espagnols se réapproprient la mode du found footage pour créer Le film connaît un succès planétaire. Pour un budget de 2 millions de dollars, il en rapporte 32,5. C'est l'un des films les plus rentables du cinéma hispanique, avec The Others. Fort de ses succès, suivront des œuvres plus ou moins trash, mais toujours intéressantes. On peut citer pêle-mêle Le Labyrinthe de Pan, L'Orphelinat, Balada Triste, Buried, La Piel qui habito, Les Nouveaux Sauvages ou assez récemment The Platform. Bref, des films originaux, mélangeant les genres et avec des idées fortes. Ensuite, je voulais partir en Asie et j'ai hésité à vous parler du Japon de Takashi Miike, Sonotion, Tetsuo, Battle Royale, de la J-Horror ou plus récemment de No Coupez Pas. Un Japon fasciné par le cinéma qui s'amuse à le déconstruire et à casser le 4e mur. Capable de produire des ovnis cinématographiques comme eux seuls savent le faire, mais un cinéma peut-être un peu trop bis, qui ne parvient qu'à séduire un public d'initiés et qui, trop souvent, reste dans l'ombre de l'animation des Miyazaki et autres adaptations d'animés. Ainsi, j'ai préféré prendre l'exemple de la Corée, qui, depuis le début des années 2000, produit un cinéma unique au monde capable de mélanger les genres avec cohérence et fluidité. Envie d'un thriller fantastique? Allez regarder du côté de la rivière Han et de ses monstres toxiques dans The Host.
Vous êtes plutôt film de survie aussi, entre comédie, drame et romance. Partez rejoindre le héros de Castaway, un naufragé sur une île en plein Séoul. Non, attendez, vous êtes plutôt film noir. Eh ben ça tombe bien, Man on High Heels vous raconte l'histoire d'un flic qui souhaite changer de sexe tout en démantelant la mafia coréenne. Bref, les exemples sont légion, mais surtout, ce sont des films qui touchent un public large et qui s'exportent bien. Le meilleur exemple est bien sûr le Home Invasion sur fond de lutte des classes, Parasite, qui est à ce jour le seul film en langue étrangère à avoir obtenu l'Oscar du meilleur film. Ainsi, le genre ne se résume plus à des films destinés aux adolescents en manque d'hémoglobine, mais bien à des films capables d'adresser des questions sociétales par le biais du fantastique, de l'horreur, du folklore ou tout simplement du mélange des styles. Et bien sûr, ceux qui l'ont très bien compris. America, 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 fuck yeah, coming again to save the motherfucking day, yeah. D'abord Jason Blum et sa société de production Blumhouse qui produit des films originaux entre 5 et 10 millions de dollars et des franchises ou remakes pour 15 à 20 millions de dollars en investissant près de 50% du budget dans le marketing pour toucher un public jeune et multiculturel. Une recette qui a plus que fait ses preuves avec Paranormal Activity d'abord, film le plus rentable de tous les temps, mais aussi des succès comme Insidious, Get Out ou Split. Un bémol toutefois, j'ai aujourd'hui l'impression que Blumhouse finance au rabais beaucoup trop de teenage movies mal inspirés dans l'espoir que l'un d'entre eux rencontre du succès, comme on le ferait avec un portefeuille d'action. En 2018, ils ont par exemple produit 16 films, dont 14 sont presque instantanément tombés dans l'oubli. Mais bon, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. On pourrait aussi évoquer A24, qui est le pendant plus arty de Blumhouse, mais si le sujet vous intéresse, j'ai fait une vidéo dessus l'an dernier. On se retrouve donc avec un mouvement mondial de films à budget assez faible qui exploitent la culture d'un pays pour traiter ses questions sociétales à travers des scénarios touchant plus ou moins au surnaturel. Des films qui s'exportent bien et qui permettent de façon détournée et divertissante de confronter un public assez jeune à des sujets parfois complexes. Après une décennie de tentatives françaises assez isolées pour sortir du drame ou de la comédie, un film semble avoir mis le pied dans la porte pour les prochaines générations. Grave, c'est un film qui convoque la violence organique d'un Cronenberg avec la thématique de la reproduction sociale dans un contexte de première année de PACES, pour arriver à un constat simple, bouffer ou être bouffé. Avec 150 000 entrées en France et 450 000 dans le monde, le film connaît un succès correct et s'exporte bien, avant de connaître une seconde vie avec sa diffusion sur Netflix. Il marque un jalon dans ce qu'on pourra peut-être appeler plus tard la French Touch de l'horreur, et ravive le bouillonnement créatif français en hibernation ces dernières années, en tout cas pour ce qui est du genre. Ce bouillonnement, les producteurs l'ont bien senti, et on a vu apparaître plusieurs sociétés de production françaises dédiées aux films de genre au cours des 3 dernières années. J'ai sélectionné les 4 qui me semblent les plus prometteuses et intéressantes, mais avant de détailler leur stratégie, il me faut recontextualiser un peu l'écosystème français. Comme certains d'entre vous le savent, l'industrie cinématographique française est assez protectionniste afin de nous permettre de rivaliser avec les grosses productions hollywoodiennes. On parle de l'exception culturelle française. Par exemple, en 2018, la part de marché des films français dans les recettes des cinémas était de 39% contre 23% en Allemagne et en Italie et 18% en Espagne. En ce sens, pour protéger le cinéma français, les chaînes de télévision ont des obligations d'investissement qui se traduisent par des préachats de films. Or, quoi de plus inquiétant pour une chaîne telle que TF1 qui vise un public familial qu'une fiction originale, d'un genre difficile à résumer et avec une restriction d'âge. Viennent alors les directives services de médias audiovisuels, ou directives SMA, un document européen que chaque pays réadapte à son industrie afin d'en améliorer son fonctionnement tout en protégeant les consommateurs. En France, les 2 principaux enjeux de cette directive sont la chronologie des médias, sur laquelle il faudrait peut-être faire une vidéo à part entière, et les obligations d'investissement des plateformes de vidéo à la demande de type Netflix, Amazon ou Disney+. Ces obligations d'investissement devraient atteindre 25% du chiffre d'affaires des plateformes réalisées en France, soit, selon des estimations, environ 200 millions d'euros supplémentaires dans la création hexagonale. Alors oui, c'est toujours moins que la télé et c'est presque 1 milliard d'obligations d'investissement, mais les tendances démontrent que ce rapport est voué à s'inverser. Les plateformes sont donc très intéressées par ces contenus qui coûtent peu, s'exportent bien et touchent un public jeune correspondant à leur cible. Avec tout ça, on obtient un contexte radicalement différent de celui des années 2000, puisque le genre est à la mode dans le monde entier,
concilie succès public et critique, et surtout peut trouver des moyens de financement qui n'existaient pas avant. Ainsi, comme dit plus tôt, je vous ai sélectionné 4 sociétés de production qui ont fait le pari du genre français à ambition internationale, avec chaque fois l'intention de disrupter la production dite classique, et vous allez voir, il y a des gros poissons. À l'origine de cette boîte, on a Marc Missonnier, ancien producteur de films de genre au début des années 2000, avec notamment le premier slasher français Promenons-nous dans les bois dont je parlais tout à l'heure, et Stéphane Huard, président de Sony Pictures France. On peut résumer l'ambition de Parasomnia assez simplement. Ils veulent devenir le Blumhouse français. Ils font ainsi le choix ambitieux et original de ne produire que des films à hauteur de 1 million d'euros, entièrement financés grâce à leur joint venture avec Sony International. Ainsi, adieu les comités de lecture du CNC, adieu les chaînes de télévision qui veulent un droit de regard sur le scénario et adieu les aides régionales qui veulent imposer des décors. Non, là, on produit des films avec peu de budget, des tournages courts de 1 mois et surtout une liberté artistique totale avec des concepts forts. Et on les distribue à l'international avec la force de frappe d'une des plus grosses sociétés de l'industrie du cinéma, Sony. À terme, les deux compères considèrent aussi exporter ce modèle dans d'autres pays européens. C'est aussi une société qui, comme Blumhouse, aspire à produire beaucoup et à investir dans du marketing à destination des adolescents. Comme dit plus tôt, cette stratégie de surproduction peut selon moi avoir des limites, mais j'y reviendrai en conclusion. Quoi qu'il en soit, l'appel à projet de Parasomnia a rencontré un succès fou avec près de 2622 propositions de scénario. Quand je vous disais qu'il y avait un bouillonnement, association entre le réalisateur et producteur belge Jacques Legueur, Jean-Luc Berlot et Xavier Couture, successivement directeur d'antenne chez TF1, puis PDG de Canal+, et j'en passe, le trio souhaite explorer le patrimoine de légendes et mythes européens dans leur production. On pourrait citer l'étrange projet de film sur une histoire occulte au Père-Lachaise, ou prochainement Marae, un film de survie avec 4 surfeuses parties en Polynésie sur une île où réside une tribu jadis exposée aux radiations des essais nucléaires français. Une rencontre entre La Colline à des yeux et The Wicker Man en plein Pacifique, qui m'intéresse beaucoup. Toutefois, les projets de cette société, qui n'a pas encore sorti de film, restent assez secrets pour le moment. Mais leur idée de sortir des représentations américaines me plaît beaucoup, et je pense qu'il faudra surveiller leur travail. Vous vous souvenez de Vincent Maraval? Mais si, le sniper de l'intro qui dézinguait toute l'industrie du cinéma française il y a 10 ans. Bon bah lui, il a aussi sauté le pas et s'est associé avec Thierry Lunas, directeur de Capricci Film et du magazine SoFilm, pour former Wild West, une société une nouvelle fois spécialisée dans le film de genre, mais attention, à Bordeaux cette fois. Leur proposition est à mon sens la plus originale et intéressante. Ils souhaitent s'appuyer sur les résidences SoFilm, événements regroupant pendant plusieurs jours 10 aspirants cinéastes et autant d'aspirants scénaristes dont les projets ont été sélectionnés en commission, pour les faire échanger sur les problématiques liées à la création du film de genre en France et en faire ressortir des propositions de films. D'ailleurs, La Nuée, actuellement au cinéma en ce moment, est l'un des premiers films issus de ces colloques. Ainsi, la vision créative du film viendra des scénaristes et non du réalisateur, un énorme coup de pied dans la fourmilière au pays de la Nouvelle Vague qui avait pourtant mis le réalisateur sur un piédestal. Ici, il est relégué à un simple statut d'exécutif. Plus fou encore, les producteurs ont spécialement créé une société d'effets spéciaux à Bordeaux afin de proposer une alternative crédible à la capitale, jusqu'ici seul endroit en France où l'on pouvait espérer produire des longs métrages. Une nouvelle fois, on est sur des films assez peu dispendieux, flirtant souvent avec les 3 millions d'euros de budget pour une moyenne nationale avoisinant, elle, les 4 millions. Mais les deux producteurs expliquent tabler sur des projets encore plus ambitieux tels que Papier, un film de monstre durant la Deuxième Guerre mondiale qui pourrait atteindre les 9 millions. C'est enfin une société qui espère elle aussi produire de jeunes réalisateurs en leur proposant d'abord de faire un court-métrage pour les former à travailler sur leurs idées, avant de les lâcher dans le grand bain. Mais celui qui porte le plus cette envie de faire percer les nouveaux talents reste selon moi Bon, Manuel Chiche, c'est le mec qui m'a fait découvrir mon film préféré, Old Boy. Old Boy qui m'a fait découvrir Park Chan-wook qui m'a fait découvrir la nouvelle vague du cinéma coréen, qui m'a fait devenir cinéphile, blablabla. Bref, Manuel Chiche, je le trouve plutôt cool. Après quelques années chez Canal, il cofonde Wildside avec Jean Labadie et distribue des films en France. Il contribuera notamment à révéler le Danois Nicolas Winding Refn avec son film Drive, puis il quitte une nouvelle fois le navire pour fonder une petite société de production et de distribution indépendante, The Jokers. C'est là qu'il remporte le gros lot en distribuant Parasite, après avoir enchaîné quelques échecs pendant assez longtemps. Fort de ses succès, il développe la filiale Spade, consacrée à la production de jeunes talents français, s'exprimant entre autres avec des œuvres de genre.
Si ces sociétés tiennent tant à faire revenir les jeunes en salle, c'est qu'il y a 30 ans, les moins de 25 ans représentaient plus de la moitié des entrées en salle. En 2019, ils ne sont plus que 28% après s'être fait dépasser par les plus de 50 ans et leurs 44%. Mais le vieillissement des salles françaises ne doit pas dire qu'il faut abandonner l'espoir de faire revenir les jeunes. Ces derniers demeurent la deuxième classe d'âge en termes de fréquentation et ont beaucoup joué dans la relance de la salle post-Covid. Si tant est qu'on puisse déjà parler de post-Covid, mais bon, bref. Il y a un public et pas encore assez d'œuvres qui leur sont destinées. Enfin, c'est de moins en moins vrai. Dès à présent, vous pouvez aller voir en salle 2 coproductions Spade, La Nuée, dont je vous ai déjà parlé, et Teddy. Si cette vidéo doit servir à quelque chose, c'est bien à vous convaincre de donner une chance à ces 2 pépites. D'un côté, on a un film sur la condition des agriculteurs en France avec des élevages de sauterelles qui semblent avoir un goût particulier pour le sang, et de l'autre, un film sur l'adolescence à travers le regard d'un jeune loup-garou en devenir, un peu paumé dans sa pampa occitanienne. Vraiment, je ne peux que vous recommander fortement ces 2 films qui ont fini de me convaincre que le genre français avait un potentiel fou. J'aurais aussi pu vous parler de la bourse spéciale film de genre du CNC créée en 2018 ou de l'importance croissante du Festival international du film fantastique de Gérard May, mais il va falloir conclure. Si l'intérêt international pour le genre et le potentiel du cinéma français ne sont plus à démontrer, force est de constater que le public français n'est lui pas encore très habitué à aller voir autre chose que des comédies. Ainsi, j'imagine qu'il va y avoir une période d'adaptation avant que les spectateurs ne se tournent vraiment vers ce type de films plus originaux. En ce sens, la stratégie de surproduction à bas coût mise en avant par Parasomnia peut faire sens car elle permettra d'essuyer les plâtres tout en capitalisant sur quelques succès. Il faudra néanmoins faire attention à ne pas trop s'étaler au risque de perdre de vue la qualité artistique des films. De plus, je suis convaincu que la réussite des films dépendra pour beaucoup dans la façon dont ils seront distribués. D'abord en termes marketing. Ces films s'adressant principalement aux jeunes, il serait stratégique de privilégier une promotion sur les réseaux sociaux, moins chère et plus facile à cibler. Mais surtout au niveau des modes de diffusion. Comme dit plus tôt, il serait suicidaire de vouloir passer tous ces films au cinéma. Netflix, de par sa bonne intégration sur le marché français et ses efforts notables pour produire sur le territoire, me semble être la solution idéale sur tous les tableaux. D'abord pour toucher un public à l'international à moindre coût, comme cela va être le cas avec La Nuée, mais aussi pour désengorger les salles de cinéma qui ne peuvent pas proposer un film de genre par semaine, sous peine de se cannibaliser, sans mauvais jeu de mots. D'ailleurs, Comment je suis devenu un super-héros, initialement prévu au cinéma, a entre guillemets pu se réfugier sur Netflix et éviter un avenir en salle incertain à cause du Covid. Même les vieux de la vieille, tels que Alexandre Aja et son film Oxygène, semblent satisfaits d'avoir choisi Netflix. Cela permet en outre de faire découvrir des films de genre généralement distribués dans quelques salles en métropole à un public beaucoup plus large. Bref, on ne va pas se refaire le débat vidéo à la demande, salle de cinéma, mais il me semble que les deux peuvent se renforcer mutuellement. J'espère en tout cas avoir attisé votre curiosité et que vous donnerez leur chance à ces films si ce n'est déjà fait, car cela faisait longtemps que le cinéma français n'avait pas eu un tel élan pour se sortir de son confort et reprendre des risques. Pourtant, cette tentative reste fragile et dans un contexte de relance, tous les participants ne passeront pas la ligne d'arrivée. Que ce soit ici ou dans les films d'horreur, l'important, c'est de survivre.